Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast de l'Institut Wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique, l'IWEPS, consacré à ses publications, travaux et actualités. À la présentation, Aurélie Hendrix et à la technique, Laurent Verly. Aujourd'hui, nous accueillons Chloé Janssen, chargée de recherche à l'IWEPS. Bonjour Chloé. Bonjour. Et Frédéric Vesentini, directeur scientifique à l'IWEPS. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors, si nous vous avons invité aujourd'hui, c'est pour nous parler des résultats d'une enquête menée au niveau européen et consacrée à la violence à l'égard des femmes et à d'autres formes de violence interpersonnelle. Vous étiez tous deux pour l'IWEPS en charge de la collecte et du traitement des données de cette enquête. Alors, avant de parcourir ensemble les résultats, pourriez-vous nous expliquer en quoi consiste cette enquête, Chloé ? Oui, alors l'objectif de cette enquête est d'explorer et de mettre en lumière les multiples formes de violence auxquelles toute personne peut se trouver exposée. Il s'agit notamment des violences psychologiques, physiques et sexuelles, et de différentes formes de harcèlement telles que le stalking ou le harcèlement sexuel au travail. L'intérêt est d'apporter un éclairage sur les violences faites aux femmes en particulier. Donc concrètement, l'objectif est de mesurer l'ampleur de ce phénomène et aussi de mieux le comprendre, ce qui répond aussi à une exigence de la fameuse Convention d'Istanbul. C'est une enquête européenne, donc elle a été réalisée à l'initiative d'Eurostat, qui est l'Office statistique de l'Union européenne, et elle a été conduite dans une 20aine d'États européens et donc pas seulement en Belgique. Ce qui est intéressant, c'est que le cadre méthodologique commun entre les différents États permet donc de comparer facilement les données et ça permet de mettre en lumière des différences entre les États et ça contribue aussi à la mesure et à la compréhension du phénomène en lui-même. Il s'agit à ce stade de la toute première vague de l'enquête, mais on espère que la Belgique et différents États européens continueront ces efforts dans les prochaines années, par exemple en réitérant l'enquête de manière régulière. Concrètement, comment cette enquête a été menée en Belgique ? En Belgique, l'enquête a été réalisée auprès d'un échantillon représentatif de la population âgée de 18 à 74 ans entre juillet 2021 et août 2022. Alors l'échantillon final comprend environ 5800 personnes. Il s'agit essentiellement des femmes, mais on a quand même fait le choix d'intégrer aussi les hommes dans l'enquête et au final, ils sont un peu plus de 1000 hommes à avoir participé. Pour la Belgique, il s'agit d'une collaboration entre institutions régionales et fédérales, Frédéric. Oui, et c'est pour ainsi dire une première. Bon, vous le savez, le paysage institutionnel belge n'est pas toujours simple. Alors, comment ça fonctionne pour la statistique ? Comment les choses s'organisent-elles ? Eh bien, nous avons un institut statistique fédéral, qui est Stadbel, et 3 instituts statistiques régionaux, l'IWEPS pour la Wallonie, l'IPSA pour Bruxelles et Statistique Vlaanderen pour la Flandre. Ces offices statistiques collaborent au sein d'une structure que l'on appelle l'Institut interfédéral de la statistique. Et je dois dire que franchement, cette structure fonctionne plutôt bien. C'est clairement grâce à elle que cette enquête européenne a pu être menée dans notre pays. Dans les faits, depuis 2019, un groupe de travail piloté par l'IWEPS a été constitué au sein de l'Institut interfédéral avec comme objectif de mettre en œuvre cette enquête sur les violences de genre. Les défis étaient nombreux. Concevoir l'échantillon, adapter le questionnaire à la Belgique, organiser la passation de l'enquête, nettoyer les données, analyser les résultats. Mais le premier objectif a été d'abord et avant tout de trouver des financements pour pouvoir mettre en œuvre cette enquête. Et sur cet aspect, il faut souligner que le projet a été soutenu par l'ensemble des gouvernements concernés, le gouvernement wallon, bruxellois, flamand, francophone, ainsi que le gouvernement fédéral. Le résultat de cette collaboration, c'est la livraison à Eurostat des données récoltées et la rédaction d'un rapport statistique publié en ce mois d'avril. Ce rapport, il aborde différentes thématiques. Commençons peut-être par les violences subies dans l'enfance, Chloé. Oui, alors on entend par violences subies dans l'enfance toutes les violences subies avant l'âge de 15 ans. Ici, l'enquête s'intéresse plus particulièrement à 2 formes de violences distinctes. La première, ce sont les violences physiques ou psychologiques qui se sont strictement déroulées dans la sphère parentale. Il s'agit donc de violences physiques ou psychologiques qui ont été commises par les parents sur la victime lorsqu'elle était enfant, ou de violences qui ont eu lieu entre les parents eux-mêmes et dont les enfants ont été témoins. Ici, les chiffres indiquent qu'environ 1 homme sur 2 et 1 femme sur 3 ont rapporté avoir subi des violences physiques ou psychologiques de la part de leurs parents ou avoir déjà été témoins de telles violences entre leurs 2 parents.
La seconde forme de violence dans l'enfance dont il est question, ce sont les violences sexuelles. Elles sont un peu plus de 8% des femmes à indiquer avoir subi des violences sexuelles au moins une fois dans leur enfance, tandis que ce taux est de 2,5% pour les hommes. Donc on constate là que les femmes sont finalement surreprésentées parmi les victimes de violences sexuelles. Au-delà des chiffres, ce qui est frappant, ce sont surtout les caractéristiques des auteurs de ces violences. Parmi ces femmes victimes de violences sexuelles, 9 sur 10 ont indiqué que l'auteur était une personne qu'elles connaissaient et la quasi-totalité d'entre elles ont indiqué qu'il s'agissait d'un homme. Ensuite, on peut distinguer les auteurs selon leur appartenance à la sphère familiale ou non, ce qui nous donne aussi des indications supplémentaires par rapport au contexte des violences. Alors ici, les femmes victimes sont plus nombreuses à mentionner des faits commis par un auteur extérieur à la famille. Mais par contre, ce qu'on remarque, c'est que lorsque les violences sexuelles ont eu lieu dans un contexte intrafamilial, les faits ont débuté lorsque les victimes étaient plus jeunes et ont eu lieu de manière plus fréquente que lorsqu'il s'agit d'auteurs extérieurs à la sphère familiale. Cela laisse penser donc que la sphère familiale tend finalement à faciliter la commission de ces violences par les auteurs. Oui, donc on l'a vu, la famille peut être le théâtre de violences dans l'enfance. C'est aussi vrai à l'âge adulte, en particulier dans le cadre des relations entre partenaires ou ex-partenaires. C'est ce que vous observez dans la partie du rapport consacrée à ce type de violence, Frédéric. Tout à fait. En Belgique, environ 1 adulte sur 3 a déjà subi des violences psychologiques, physiques ou sexuelles par un partenaire intime ou un ex-partenaire. Mais il faut souligner d'emblée qu'il y a de fortes différences entre hommes et femmes. Tout d'abord, les victimes de violences sexuelles par partenaire, on parle ici pour l'essentiel de viol, sont quasi exclusivement des femmes. Cela concerne environ 1 femme sur 12, environ 8%. Ouais. Les femmes sont également davantage représentées que les hommes parmi les victimes de violences physiques. En Belgique, 15% des femmes ont rapporté avoir déjà subi des violences physiques par un partenaire, contre 8% pour les hommes. Mais ce n'est pas tout. Si l'on regarde au-delà du nombre de personnes concernées et que l'on s'attache à la gravité des violences, les femmes sont aussi plus nombreuses à rapporter des violences dites majeures, c'est-à-dire ayant causé des blessures importantes ou ayant été commises avec l'intention de donner la mort. Concernant les violences psychologiques, toujours par partenaire, l'enquête ne met pas en évidence de différence entre les hommes et les femmes au niveau du nombre de personnes concernées. Par contre, une différence importante se marque au niveau de la fréquence des violences subies. Ainsi, pour les femmes victimes, les faits subis apparaissent souvent comme plus fréquents, plus réguliers. En contraste, les faits rapportés par les hommes sont plus souvent des expériences qu'eux-mêmes qualifient d'uniques ou de rares. Alors, si maintenant on s'intéresse au tableau global et non plus violence par violence, l'enquête laisse apparaître une forte imbrication des violences sexuelles, physiques et psychologiques. La quasi-totalité des femmes ayant subi des violences physiques par partenaire ont également subi des violences psychologiques. Et de la même manière, une grande majorité des femmes ayant subi des violences sexuelles par partenaire ont également subi des violences physiques et psychologiques. Autrement dit, si toutes les femmes ayant subi des violences psychologiques n'ont pas forcément subi des violences physiques ou sexuelles, l'inverse est plutôt vrai. Les femmes ayant subi des violences sexuelles ou physiques ont quasi toutes subi des violences psychologiques. Alors bien sûr, la violence, elle peut aussi venir de l'extérieur et être commise par des personnes qui ne sont pas les partenaires ou les ex-partenaires. Oui, tout à fait. En Belgique, environ 1 personne sur 5 a subi au moins une fois depuis l'âge de 15 ans des violences physiques ou sexuelles commises par ce qu'on appelle donc des non-partenaires, donc toute personne qui n'est pas un partenaire ou un ex-partenaire intime. Une différence entre hommes et femmes se marque notamment ici dans les formes de violences subies. Donc tout d'abord, comme c'était le cas pour les violences sexuelles dans l'enfance et par partenaire, ces violences touchent une part extrêmement faible d'hommes puisqu'ils sont 1,8% de victimes parmi les hommes pour 11,5% de victimes parmi les femmes. Les femmes sont donc à nouveau surreprésentées parmi les victimes de violences sexuelles, toujours donc en comparaison avec les données mentionnées précédemment dans l'enfance et dans la sphère intime. Ici aussi, on constate que les hommes sont en grande majorité les auteurs de ces violences, puisque 96% des victimes indiquent que les violences sexuelles qu'elles ont subies ont été commises par un ou par des hommes. De même, pour près de 2 femmes victimes sur 3, au moins un des auteurs était une personne qu'elles connaissaient.
Donc les chiffres semblent quand même dépeindre une autre image que celle du viol subi dans une ruelle sombre par un inconnu, même si cela ne l'exclut évidemment pas. S'intéresser à la fréquence de ces violences nous permet aussi d'apporter des éléments contextuels qui permettent de mieux comprendre la réalité de ces violences. On voit ici par exemple que pour une femme victime sur 4, les violences sexuelles se sont répétées dans le temps. Ensuite, en ce qui concerne les violences physiques, on remarque par contre que les hommes sont 2 fois plus nombreux que les femmes à rapporter de tels faits. Et ce qui est intéressant ici, c'est que dans la plupart des cas rapportés tant par les hommes que par les femmes, l'auteur des violences physiques était un homme. Les femmes sont par contre proportionnellement plus nombreuses que les hommes à avoir subi des violences physiques commises par des personnes qu'elles connaissaient. Elles sont environ 7 femmes victimes sur 10 pour 5 hommes victimes sur 10. Donc ces 2 éléments laissent déjà sous-entendre des réalités assez différentes pour les hommes et pour les femmes en ce qui concerne les violences physiques par non-partenaire. Et qu'il s'agisse de violences par partenaire ou par non-partenaire, toutes les femmes ne sont pas exposées de la même manière aux violences. Non. Et ce constat est un aspect essentiel à mes yeux du rapport. Il est clair que le fait d'être une femme expose spécifiquement à une série de violences. Mais lorsque l'on analyse l'exposition aux violences selon une série de caractéristiques sociales de ces femmes, on s'aperçoit que toutes les femmes ne sont pas exposées de manière égale. Par exemple, la part de victimes de violences par partenaire parmi les femmes en position de vulnérabilité sociale est beaucoup plus importante. Parmi les facteurs de vulnérabilité identifiés par l'enquête, on peut citer le fait d'être en incapacité de travail ou d'être au chômage, de se déclarer en mauvaise santé ou encore d'être en précarité financière. Si l'on s'attache aux femmes combinant ces caractéristiques, près d'1 sur 2, 45% exactement, déclarent avoir déjà subi des violences sexuelles par partenaire. On parle bien ici pour l'essentiel de viol, contre environ 8% pour l'ensemble des femmes. Et toujours pour ces mêmes femmes, 35% d'entre elles déclarent avoir subi des violences sexuelles par non-partenaire, contre 11,5% pour l'ensemble des femmes. Ces constats remettent clairement au devant l'actualité d'une approche intersectionnelle dans la compréhension des violences de genre. Il existe clairement une série de vulnérabilités sociales exposant les personnes aux violences. Le fait d'être une femme, d'être sans emploi, d'être en précarité financière. Mais ces vulnérabilités ne font pas que s'additionner. Elles rentrent en quelque sorte en résonance, elles s'amplifient l'une l'autre. Ce constat devrait, à mon sens, nourrir les politiques publiques, car oui, si on lutte contre la précarité financière des femmes, on lutte aussi contre la violence qu'elles subissent. L'enquête sur les violences de genre s'intéresse aussi à la question du harcèlement sous différentes formes. Vous parlez du stalking. De quoi s'agit-il concrètement, Chloé ? Alors, ce qu'on appelle le stalking, c'est tout comportement agressif ou menaçant qui est répété de manière fréquente et qui génère chez les victimes de la peur ou de la crainte pour leur sécurité. L'élément essentiel pour déterminer ces situations de stalking, c'est vraiment ce caractère répété des actes. Pris individuellement, ces actes peuvent tout à fait être considérés comme légaux aux yeux de la loi, mais c'est vraiment leur enchaînement et leur répétition qui en font des faits répréhensibles. On le voit dans l'enquête, ces actes ou ces comportements sont très diversifiés. Il peut s'agir pour les victimes de recevoir des messages ou des emails non désirés, de recevoir des appels téléphoniques obscènes, menaçants, dérangeants, ou ces appels téléphoniques silencieux. Cela peut aussi être le fait d'être attendu par quelqu'un devant son domicile ou son lieu de travail, de voir quelqu'un rôder continuellement autour de ces lieux, ou même le fait d'être carrément suivi ou espionné. D'après notre recherche, en Belgique, près d'1 femme sur 4 âgée de 18 à 74 ans a été victime de stalking au moins une fois au cours de sa vie. Pour la moitié des victimes, ces faits se sont déroulés toutes les semaines, voire tous les jours. Donc il faut imaginer quand même subir des comportements comme ceux mentionnés plus tôt, tous les jours ou toutes les semaines. Ce sont quand même des situations qui peuvent générer beaucoup de malaise et de mal-être pour les femmes victimes. Ce qui a été mis en évidence aussi dans le rapport, c'est que les situations de stalking s'étendent particulièrement longtemps dans le temps, et surtout lorsqu'il s'agit de stalking dit intime, donc de stalking dont l'auteur est un partenaire ou un ex-partenaire intime. Ici, pour 6 femmes victimes de stalking intime sur 10, les faits se sont étendus sur une durée allant de 6 mois à plus d'1 an, ce qui est quand même énorme. Il est important de noter aussi que pour ces victimes de stalking, donc dit intime, il s'agit essentiellement de faits commis par des ex-partenaires et non pas par des partenaires actuels.
Attardons-nous peut-être quelques minutes sur une forme de harcèlement spécifique, le harcèlement sexuel au travail. Donc d'abord, par harcèlement sexuel, on entend tout comportement non désiré à connotation sexuelle qui a pour objet ou pour effet de violer la dignité d'une personne, en particulier lorsque ce comportement crée un environnement intimidant, hostile ou dégradant. Ensuite, pour être qualifié de harcèlement sexuel au travail, plus spécifiquement, ce type de comportement doit avoir été commis par un individu avec lequel la victime entretient une relation professionnelle. Ce n'est donc pas tant le lieu de travail que la relation entre l'agresseur et la victime qui est déterminante ici. En Belgique, près d'une femme sur 3 et d'un homme sur 5, âgés de 18 à 74 ans, ont été victimes de harcèlement sexuel au travail au moins une fois au cours de leur vie professionnelle. Et qui plus est, environ 15% des femmes et 5% des hommes ont indiqué avoir été victimes ou être encore victimes de harcèlement sexuel dans leur emploi actuel. Ici aussi, les comportements constitutifs du harcèlement sexuel au travail sont assez diversifiés. Mais ceux qui sont le plus souvent mis en cause par les victimes sont le fait de recevoir des regards déplacés ou insistants qui les ont mis mal à l'aise, le fait d'être la cible de plaisanteries indécentes à caractère sexuel ou de remarques offensantes sur leur corps ou leur vie privée, voire encore le fait de subir des contacts physiques non désirés. Parmi les auteurs de ces faits, les collègues sans lien hiérarchique ou des personnes ne travaillant pas directement dans l'organisation ou l'entreprise, comme des prestataires par exemple, sont plus souvent mis en cause que les supérieurs hiérarchiques. Les premiers sont cités par environ 2 victimes sur 5, tandis que les supérieurs hiérarchiques sont cités par 1 victime sur 5. Ce qui est intéressant, c'est qu'une majorité d'hommes et de femmes victimes de harcèlement sexuel au travail mettent en cause des hommes. Environ 1 homme victime sur 3 rapporte cependant aussi des faits de harcèlement commis par une femme, ce qui n'est pas non plus négligeable. Et a-t-on une idée du profil socio-démographique des femmes victimes de harcèlement sexuel au travail ? Alors, oui, on constate ici aussi que toutes les femmes ne sont pas exposées à cette forme de violence de manière identique. La proportion de victimes parmi les femmes plus jeunes, donc dans l'échantillon les femmes âgées de 18 à 29 ans, ou parmi les femmes ayant un diplôme élevé, donc les femmes qui ont au minimum un diplôme de bachelier ou de master ou un doctorat, ou encore parmi les femmes qui n'ont jamais été mariées, eh bien, les proportions de victimes sont plus élevées dans ces catégories-là en comparaison avec les chiffres observés sur l'ensemble des femmes. Donc, il serait vraiment intéressant ici de pousser les recherches plus loin pour s'intéresser aux dynamiques qu'il y a derrière ces différences et donc mieux comprendre le phénomène. Alors, on l'a dit, c'est une enquête européenne qui a été réalisée au niveau de la Belgique. Est-ce que les observations que vous avez faites à partir de l'enquête sont différentes entre les régions ? Alors oui. Tant au niveau européen qu'à l'intérieur de la Belgique, la situation est plutôt contrastée entre les régions. Si l'on s'attache aux 3 régions belges, nous constatons que systématiquement, et pour toutes les violences étudiées, la proportion de victimes est plus faible en Flandre que dans les 2 autres régions. Vous avez quelques chiffres pour illustrer ces écarts ? Oui, bien sûr. Alors, par exemple, la proportion de femmes victimes de violences physiques par partenaire est de 11% en Flandre, de 14% à Bruxelles, et de 21% en Wallonie. La proportion de femmes victimes d'au moins une forme de violence par non-partenaire s'élève à 13% en Flandre, 27% en Wallonie et 28% à Bruxelles. Et si on va voir du côté du harcèlement, eh bien c'est pareil. La proportion de femmes ayant déjà été victimes de harcèlement s'élève à 18% en Flandre, 26% à Bruxelles et 30% en Wallonie. Quant à la proportion de femmes déjà victimes de harcèlement sexuel au travail, elle s'élève à 27% en Flandre, 44% à Bruxelles et 42% en Wallonie. Alors, pour l'instant, nous n'avons pas encore étudié les raisons de ces écarts régionaux, mais il est clair que ces différences s'expliquent au moins en partie par les caractéristiques sociales et économiques des 3 régions. La part des personnes cumulant les vulnérabilités identifiées dans le rapport, c'est-à-dire précarité financière, mauvais état de santé et chômage ou incapacité de travail, étant nettement plus importante en Wallonie et à Bruxelles. Et si vous deviez conclure en quelques mots ? Eh bien, pour conclure, j'ai envie de finir par une note d'ouverture. Je soulignerai tout d'abord que ce rapport ne constitue en rien la clôture de recherche sur base de cette enquête, mais est plutôt un point de départ, une sorte de kick-off.
Le rapport, malgré ses 100 pages, n'exploite qu'une partie seulement des données. C'est vous dire combien cette enquête, avec ses 1000 variables, est riche, a un vrai potentiel de recherche. En plus, ces données mériteraient aussi d'être enrichies avec d'autres types de terrains, plus qualitatifs par exemple, et qui apporteraient des éclairages complémentaires. Ce rapport a toutefois le mérite de nourrir le débat public avec des chiffres qui rendent compte de l'ampleur des phénomènes de violence de genre, mais aussi d'ouvrir de nombreuses pistes pour des recherches à venir, que ce soit par exemple sur la question des vulnérabilités ou des différences régionales dont on vient de parler, mais aussi sur des questions comme celle des violences durant le confinement. Appel est donc fait aux chercheuses et aux chercheurs. Les données de l'enquête sont dès ce 16 avril 2024 rendues disponibles sur demande auprès de Stadbel. Merci Chloé Janssen et Frédéric Vesentini d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que votre rapport intitulé « Les violences liées au genre en Belgique, chiffres clés de l'enquête européenne sur la violence à l'égard des femmes et d'autres formes de violences interpersonnelles » est téléchargeable gratuitement en français et en néerlandais sur le site de l'IWEPS, mais également de l'IPSA et de Statistique Vlaanderen. Je vous invite à le lire pour approfondir le sujet et je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro du podcast de l'IWEPS.